BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Jean-Marc Borrello. Il est président du groupe SOS et le leader européen de l'entreprise sociale, comme on dit. Jean-Marc Borrello, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand on dit ça, je veux dire, on dit rien parce que votre groupe est un espèce du reste. Vous le racontez dans le livre que vous publiez, qui s'appelle Mon bonheur, c'est les autres. Ça peut durer un petit peu tôt, peut-être, pour écrire déjà votre biographie. Mais c'est vrai que SOS, c'est un groupe un peu hybride parce que vous êtes dans les hôpitaux, vous êtes dans les cafés, vous êtes partout un peu, quoi. Nous essayons d'être là où nous pouvons être utiles à nos contemporains. Donc c'est une stratégie assez large. Il n'y a pas, oui c'est ça, il n'y a pas de McKinsey derrière pour définir la stratégie d'une entreprise sociale. Il y a des citoyens qui ont besoin d'avoir des bistrots dans leur village, il y a des personnes âgées qui ont besoin de trouver des maisons de retraite, il y a des zones, des déserts médicaux dans lesquels on a besoin de faire vivre des hôpitaux, et il y a des besoins de culture, etc. Alors, tiens, dans votre livre, justement, il y a un passage où vous dites, mon groupe, il vaut quand même 1 milliard d'euros, mine de rien. Puis en même temps, vous dites, moi, je suis complètement, l'argent ne m'intéresse pas. Vous me direz, c'est peut-être plus facile quand on a un groupe qui pèse qui valorisait 1 milliard. Mais vous dites, voilà, je suis propriétaire de rien, même pas de mon appartement, je suis en location. L'argent n'est pas c'est pas ce qui me fait avancer. Cela dit, vous, Jean-Marc Borrello, vous défendez toujours les plus faibles. Lorsque vous voyez la montée des inégalités, notamment en France, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que vous êtes très proche d'Emmanuel Macron, on le sait bien. Est-ce que pas un peu ces réformes qui conduisent à ces inégalités? Alors, dans la croissance des inégalités, il y a le fait que les riches deviennent de plus en plus riches. Ah oui, c'est le classement d'Oxfam que vous avez regardé, oui. Mon sujet, c'est qu'il y ait moins de pauvres. S'il y a plus de riches, objectivement, ça ne me gêne pas. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour ceux qui sont le plus en difficulté. Et là, il y a des modèles économiques que le groupe SOS a développés. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu la faute aux réformes Macron, suppression de la flat tax, tout ce qui rend la France attractive, vous me direz? Chacun voit les réformes qu'il veut. Moi, je vois que pour la première fois depuis 20 ans, on n'a pas remis à la rue les 200 000 personnes qui étaient hébergées cet hiver et qu'on remet à la rue chaque année depuis plus de 20 ans. Je vois que nos hôpitaux disposent de plus de moyens que ce qu'ils n'en avaient avant. Je vois que les personnes en situation de handicap ont vu l'allocation adulte handicapé grandir. Donc objectivement, il y a beaucoup encore à faire, mais il y a un certain nombre de choses qui sont faites qui sans doute retiennent moins l'attention générale. Mais il y a des choses qui sont faites pour les plus démunis. On va quand même rappeler, je le disais avant votre venue sur ce plateau, que vous êtes aussi délégué général de la République adjoint. Adjoint, oui. Pour Stanislas Guerini, peut-être que c'est l'étape d'après, vous me direz. Je n'envie pas cette fonction difficile. De la République en marche. On reviendra parce que vous dites que vous êtes rentré un peu en politique, c'était un peu imprévu, un peu par la porte, mais du coup vous y êtes resté quand même. Mais sur votre groupe, d'abord, comment ça se passe dans vos hôpitaux en ce moment? Alors ça se passe beaucoup mieux que la première fois. Nous avons des services de réanimation qui sont... il y a 10 hôpitaux. Oui, j'allais dire 9, mais... bientôt 11. Mais il y a des services de réanimation qui ne sont pas surchargés. 100% des malades hospitalisés n'étaient pas vaccinés. Donc, je le redis ici, il y a des services de médecine dans lesquels nous avons un certain nombre de malades du Covid, mais donc des formes moins graves que de la maladie. Donc, objectivement, il y a moins de tensions que lors des dernières vagues. Mais en même temps, alors c'est vrai, vous êtes partout en Europe, hein, pas partout, mais enfin, vous êtes en Europe. Et si on reste sur la France, parmi les gens qui viennent, qui ont recours à SOS, enfin vos différents services, la majeure partie ne sont pas vaccinés, j'imagine. Alors non, la majeure partie des gens qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. Oui. Ceci dit, nos hôpitaux étant les seuls mais hôpitaux même ailleurs, dans vos autres services, disponibles, on a des gens qui viennent de toute la région, quel que soit leur niveau de revenus. Donc c'est pas un échantillon de la population. Les établissements de SOS ne sont pas faits pour des pauvres, ils sont faits pour tout le monde. Mais ceux qui ont des difficultés peuvent accéder aux mêmes services que les autres. Vous êtes vacciné? Je suis évidemment vacciné. Pourquoi avoir eu envie de... C'est un texte assez personnel qui raconte que vous avez été un éducateur spécialisé, donc maintenant vous êtes à la tête du groupe SOS, différentes vicissitudes, une stratégie qui vous a conduit quand même à ce succès que l'on voit. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Ça va vous conduire où? C'est quoi la prochaine étape là, objectivement, je n'ai jamais essayé de réfléchir à l'endroit où j'allais. Je pense que la prochaine étape, c'est de continuer le groupe SOS. L'idée du livre, c'était de faire un témoignage de l'engagement, avec une idée forte, l'engagement
professionnel, associatif, syndical, politique aujourd'hui, pour moi, n'est pas un renoncement, c'est-à-dire qu'on peut s'engager, qu'on ne renonce à rien de sa vie et que non seulement il y a un intérêt personnel, mais évidemment, il y a un intérêt collectif. Et au-delà de ça, pour les chefs d'entreprise, l'idée que s'engager, là aussi, éventuellement en politique, c'est pas interdit. Lorsqu'on est chef d'une entreprise, on n'engage que soi et pas l'entreprise que l'on essaie d'animer. Moi, quand je lis ça, quand je connais votre engagement, on a envie de se dire, c'est parce qu'il va passer à autre chose. Alors, en tout cas, sûrement pas des fonctions publiques, si c'est ce à quoi vous pensez. Si, il y a un vrai projet qui est le groupe SOS aujourd'hui est la première entreprise sociale d'Europe. Oui. Nous avons l'habitude de doubler de taille tous les 5 ans et a priori, les résultats de cette année laissent à penser que nous continuerons vers un doublement de taille. Si on doublait de taille, nous deviendrions la première entreprise sociale du monde. Mais un doublé ça, c'est un bel objectif. D'accord, mais doubler de taille en faisant quoi? En rachetant d'autres hôpitaux, en faisant d'autres en créant des institutions, en développant des cafés dans des villages au-delà de la France et peut-être en Europe, en reprenant des associations, en rachetant des entreprises, exportant notre savoir-faire qui est très demandé à l'international, donc en faisant en sorte que l'entreprise grandisse juste, j'allais dire, pour le plaisir de développer, puisqu'effectivement, l'entreprise SOS n'appartient à personne et donc ne m'appartient évidemment pas. Oui, mais il y a un moment, il faudra changer de statut, non, si ça devient trop important, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que entre autres, oui. la présidence française de l'Union européenne devrait pousser un certain nombre de statuts hybrides comme le nôtre. Ça, c'est votre objectif à 5 ans, le doubler de taille? L'idée, c'est de doubler le nombre de bénéficiaires. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas les 22 000 salariés, le milliard d'euros, c'est qu'en France, chaque année, 2 millions de personnes bénéficient d'une prestation du groupe SOS. Ça, je dois dire que c'est plutôt positif. J'ai envie de dire, parce que quelque part, votre succès, c'est, il pallie aux déficiences de l'État, on peut dire ça comme ça. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Moi, je pense que l'État est un excellent donneur d'ordre. Je pense qu'il n'est pas forcément le meilleur opérateur. Je pense que les hôpitaux, les EHPAD, gérer des cafés dans des villages, on n'imagine pas qu'un ministère puisse l'organiser. Donc l'État peut donner des ordres, fixer l'orientation. Pensez aux hôpitaux, évidemment. Et nous sommes, en tout cas l'économie sociale et solidaire, est un formidable opérateur, à la fois avec l'agilité entrepreneuriale et le souci de l'intérêt général. Qu'est-ce qui est votre marque de fabrique, en fait? Parce que même dans votre livre, je trouve que vous ne le dites pas forcément. C'est quoi votre marque de fabrique, Jean-Marc Borrello? Prendre des risques, innover, aller là où les autres n'ont pas encore osé aller. Sans doute l'absence totale de stratégie et le fait d'être à l'écoute du monde et d'essayer d'apporter des solutions à ce qu'on... Oui, mais c'est quoi? Vous parliez tout à l'heure de savoir-faire. C'est quoi votre savoir-faire? Pourquoi dans vos hôpitaux vous réussissez ou dans vos EHPAD, là où d'autres n'y arrivent pas, quoi? Nous avons 2 univers qui malheureusement sont un peu distincts, l'univers de l'entreprise et l'univers des pouvoirs publics. L'idée du groupe SOS, c'est de mettre l'agilité entrepreneuriale au service de l'intérêt général. Donc, nous répondons à des besoins qui existent, on ne crée pas de besoins nouveaux, mais on y répond avec des jeunes gens et des jeunes filles très diplômés, sortant des meilleures écoles, en essayant d'être très agiles, comme doit l'être toute entreprise. Mais un groupe comme le vôtre, on le transmet comment ? Alors pour nous c'est réglé, les statuts sont déjà faits dans ce sens, c'est-à-dire que le groupe sera dirigé par un collège de personnes qui sont les membres du directoire aujourd'hui. Il n'y aura jamais de propriétaire du groupe SOS, mais il y aura des dirigeants. Et après le fondateur, dont il faut qu'un jour il se débarrasse, il y aura un collège de dirigeants qui fera marcher cette formidable maison. Vous parlez du quoi qu'il en coûte. Vous, c'est le quoi qu'il en coûte, mais en même temps, ça rapporte, hein, le quoi qu'il en coûte, visiblement. Engagement en politique un peu imprévu. Pourquoi? Vous êtes proche d'Emmanuel Macron, très proche, mais pourquoi? Comme la plupart des engagements, la rencontre d'une personnalité. Il y a très longtemps, ça a été Simone Veil, ça a été Gilbert Trigano, ça a été Régine. Chaque fois que j'ai rencontré des personnalités ou Gaston Defferre, je me suis engagé. Oui. Aujourd'hui, objectivement, je n'avais jamais envisagé d'engagement politique, en tout cas partisan. J'ai accompagné le président de la République lors de sa première campagne. Et puis, je me suis attaché à ce mouvement, dont je suis effectivement le délégué général adjoint avec à quoi vous servez là-dedans? Parce qu'entre vous... J'essaie d'être utile. Il y a un patron qui s'appelle Stanislas Guérini, et j'ai mis à disposition de ce mouvement
ce que je sais faire en matière de recherche de talents, de ressources humaines, de faire grandir une organisation, ce que je fais depuis un certain nombre d'années. Donc je pense que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Et évidemment, vous allez continuer à le faire ça. Et vous allez continuer à le faire? Je vais continuer à le faire si, comme je l'espère, le président de la République est candidat. Évidemment, je serai un de ses soutiens, un parmi tant d'autres. J'espère qu'il sera élu. Et si il est élu, j'aimerais participer, comme je l'ai fait auprès de Muriel Pénicaud ou d'autres, à Mais la question continuer qu'on la peut se réforme de demander ce quand pays. même, et c'est un peu toute la difficulté, c'est comment retrouver cet esprit 2017. Parce qu'on a bien vu quand même, bon, il s'est un peu, certes il s'est présidentialisé, mais il a peut-être plus cette espèce de fraîcheur, d'innovation, de tout oser, comme il l'a été en 2017. Alors, je trouve que l'expérience du pouvoir a été extrêmement utile. Il n'empêche qu'en ce qui concerne les idées et la capacité d'innovation, je pense qu'il n'a pas perdu une seconde l'esprit qui était le sien, parce que c'est ce qui le construit. Oui. L'innovation, la rupture, et en même temps avec l'expérience, effectivement, de ces 5 années de présidence du pays. Et vous seriez utile en quoi ? Je serai utile là où on me le demandera sur les sujets que je connais un peu, entre autres l'économie sociale, mais plus largement le social, plus la santé, les seniors, enfin tous les sujets du groupe SOS où on peut apporter une expérience qui a aujourd'hui 38 ans. Oui. Juste dernier mot quand même, l'économie sociale, est-ce qu'elle a sa place dans un univers économique capitaliste ? Je crois qu'il n'y a pas deux économies. Il y a une économie sociale qui s'est rapprochée de l'économie classique, entre autres avec la loi de Benoît Hamon. Il y a une économie classique qui s'est rapprochée de la mesure d'impact avec la loi d'Olivia Grégoire, la loi Pacte. Je pense que les deux économies, en réalité, n'en font qu'une. Et j'espère qu'elles seront demain relayées au niveau européen pendant la présidence française. Eh bien voilà un enjeu. Donc déjà doublé de taille, donc ça fera déjà 2 milliards. Quoi. Et en plus, peut-être porter votre voix un peu plus haut, porter cette voix un peu plus haut. Merci beaucoup. Jean-Marc Borrello, Mon bonheur, c'est les autres. Et c'est donc dans le cadre de l'émission, de la publication, les débats publics, justement, c'est un très bon débat.